ce matin, on va plutôt faire un bilan mensuel, on ne s'attardera pas trop sur spécifiquement la dernière semaine du mois. Ce qu'on voulait, c'était plutôt donc faire le point sur ce mois de novembre qui a été en dents de scie, comme vous pouvez le voir, puisque puisqu'on a enchaîné les semaines de baisse de plus de 2% et les semaines de hausse de plus de 2%. Tout ça pour finir en Europe et en France en particulier quasiment étal, hein. Le CAC 40 est très légèrement positif sur le mois. Aux États-Unis, eh bien, le S&P a enchaîné un 7e mois consécutif de hausse grâce à la séance écourtée de vendredi. Le Nasdaq, lui, finit néanmoins en baisse de 1,5%. Ce mois-ci. Et clairement, le sujet a été en particulier les valorisations du secteur de la tech. Donc, ça a pesé sur le Nasdaq. Néanmoins, sur la dernière semaine, je dirais que les membres de la Fed sont venus au secours des marchés, puisque plusieurs membres importants de la Fed ont exprimé leur soutien à une baisse des taux lors de la prochaine réunion en décembre. Et ça a clairement permis aux indices de rebondir sur cette dernière semaine et donc de finir, comme je disais, légèrement en territoire positif, en tout cas pour le S&P et le Dow Jones, ainsi que le CAC 40. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a un certain optimisme pour 2026. Alors, on peut dire que c'est un peu toujours comme ça sur les prévisions des analystes. Mais en tout cas, selon un sondage réalisé par Reuters, les analystes tablent en moyenne sur le S&P 500 sur une nouvelle progression de l'ordre de 12% des bénéfices en 2026. Et on a également des chiffres positifs attendus également sur le stock 600. Voilà, donc pour l'instant, il y a des attentes de progression des résultats. C'est néanmoins souvent le cas et il faudra étudier ça en fonction des publications du dernier trimestre 2025. Donc si je reviens aux performances des différents indices français, la hausse de 1,8% donc du CAC 40 permet de finir étal le mois. Sur l'ensemble du mois, on a 58% de valeur en hausse. La principale progression, c'est ArcelorMittal, plus 12% sur le mois. Arcelor qui a bien performé sur la semaine passée, hein, avec plus 9%. Donc le gros de la performance s'est fait la semaine dernière, avec notamment un relèvement d'objectifs de Deutsche Bank. Et ce qu'on voit globalement, c'est que le secteur des aciéristes européens a bien performé tout au long du mois de novembre, après bénéficiant de la décision fin octobre de la Commission européenne de doubler les droits de douane sur l'acier chinois. Un mouvement donc enfin une décision qui bénéficie à l'ensemble du secteur. Derrière Arcelor, parmi les secteurs qui ont bien performé, on a donc le secteur bancaire, illustré par BNP et Société Générale, hein, BNP qui frôle les plus 10% sur le mois, Société Générale plus 9,3%. Un rebond enfin une bonne performance pour le secteur bancaire, qui était déjà l'un des grands gagnants du S1 et qui avait connu un coup de mou à la rentrée du fait évidemment de l'instabilité politique dans l'Hexagone et des grandes incertitudes sur le budget. Autre secteur qui a bien performé de manière générale, c'est le grand secteur de l'immobilier, construction au sens global, on le verra dans les autres indices, mais on a notamment Bouygues qui gagne 9,9%. Alors Bouygues, il faut prendre en compte évidemment le côté télécom et l'offre sur SFR conjointe avec Orange et Free. Néanmoins, Bouygues est aussi évidemment un acteur très important de la construction. Vinci qui gagne 5,5%, et on a également Saint-Gobain et Unibail Rodamco qui sont en territoire positif. On remarquera que dans le luxe, il y a eu des performances plus hétérogènes. Et à l'inverse, dans les secteurs en baisse, eh bien, on a les grands gagnants du début de l'année, le secteur de la défense et de l'aéronautique, qui a été marqué par des prises de bénéfices, et en particulier dans le secteur de la défense, avec Thales qui a cédé 8,7%.
Safran est à moins 5,7 et Airbus à moins 4,2. Donc, hormis ce secteur, on a également les valeurs qui ont surfé depuis plusieurs trimestres sur le boom de l'intelligence artificielle, qui ont également consolidé. Legrand, 12,7%, un peu plus qu'une consolidation, et Schneider Electric 6,1%. Donc, hormis ces mouvements sectoriels, on notera que le grand perdant du mois, c'est Edenred qui chute de 25,8% après un changement réglementaire au Brésil qui remet en cause une partie du business d'Edenred dans le pays, qui reste quand même un pays assez significatif pour Edenred comme pour Pluxee, son concurrent. On le verra un peu plus loin. Le secteur des vins et spiritueux continue de souffrir. Il a largement souffert justement la semaine dernière avec des résultats, on reviendra dessus, mais qui étaient compliqués pour Rémy Cointreau ou Laurent Perrier dans les small et mid. Et ça s'est traduit chez Pernod Ricard par une baisse de 4,5% sur la semaine passée et donc sur l'ensemble du mois, un repli de 8,7% pour Pernod Ricard. Dernière valeur en forte baisse, c'est ST Microélectronique, moins 7%. Et là, ça s'inscrit dans le sillage aussi de la chute de Soitec, dont on va rapidement parler. Le Next 20, lui, largement tiré son épingle du jeu sur le mois, puisque l'indice progresse de 1,9% sur l'ensemble du mois, avec une dernière semaine à plus 3%. Avec la semaine dernière un bond de 9% pour Sartorius Stedim. Mais sur l'ensemble du mois, les performeurs sont en premier lieu Eiffage, qui gagne 11,5%. Ce qui confirme, va dans le sens de ce qu'on disait un peu plus, ce que j'évoquais précédemment pour le CAC 40, mais un rebond pour le secteur de la construction et des concessions. On notera que Goldman Sachs a maintenu jeudi dernier sa recommandation à l'achat sur Eiffage et a relevé son objectif de cours. Rexel distribution est en hausse de 9,3% sur le mois. Lui, il a bénéficié de plusieurs recommandations de brokers fin octobre et mi-novembre, ce qui a justifié cette progression. Enfin, Amundi est à plus 7,3%. Et en début de mois, il avait très bien performé après l'annonce de l'introduction en bourse sur les bourses indiennes de SBI Funds Management, leader de la gestion d'actifs en Inde, dont il est actionnaire. En bas du classement, c'est Valeo qui ferme la marche avec moins de 9,1%. L'équipementier automobile qui a été sanctionné après la présentation de son nouveau plan pluriannuel. Un plan dont on retiendra surtout que le chiffre d'affaires 2026 devrait être au mieux stable après un exercice 2025 qui sera en décroissance et qui sera bien loin des objectifs du plan justement 2025. Ce qui explique la baisse pour Valeo au vu de ses perspectives. Sodexo est à moins 5%. Le groupe avait présenté des résultats annuels en repli fin octobre et 2026 sera clairement un exercice de transition. Et cette perspective d'exercice de transition, c'est également ce qui a été communiqué par Elior au Compass dans le secteur. Donc le news flow n'est pas très favorable pour le secteur et les brokers sont globalement à neutre sur le dossier Sodexo. Enfin, Téléperformance continue sa descente aux enfers. Et le titre cède encore 4,4% sur le mois après un nouveau profit warning en début de mois. Profit warning lié notamment aussi à des effets de devises, mais également à des pertes de contrats, notamment sur les visas au UK. Si je passe maintenant aux valeurs moyennes, eh bien le mois était assez compliqué pour les valeurs moyennes qui ont sous-performé les grands indices, même si, alors qu'ils avaient plutôt pris de l'avance jusqu'alors. Le MID 60 est en repli de 2,3%, seulement 43% de valeur en hausse sur le mois. Il faut dire qu'il y a une dizaine de valeurs qui ont baissé de moins 15% dans l'indice mid-cap, ce qui a fortement pesé évidemment sur la performance. En particulier Soitec, qui est à moins 35% sur le mois après
des perspectives clairement décevantes. L'atterrissage trimestriel était globalement conforme aux attentes, mais les perspectives du prochain trimestre sont bien inférieures aux attentes et le rebond de l'activité ne sera pas aussi fort qu'on pouvait l'attendre ou aussi rapide en tout cas. Le secteur global des satellites a connu également une nette sous-performance après avoir été l'un des grands animateurs des indices valeurs moyennes en début d'année. On a SES Global qui cède 16% et Telsat qui est à moins 35%. Alors le moins 35 est à relativiser, enfin retraiter parce qu'il y a une augmentation de capital avec maintien du DPS. Mais quoi qu'il en soit, le titre perd plus de 15% sur le mois, même retraité du DPS. Il faut dire qu'il y a eu 2 augmentations de capital annoncées, une réservée de 828 millions d'euros, puis une autre de 670 millions d'euros au cours du mois. En parlant d'augmentation de capital, Worldline cède également 35%, après lui aussi annoncé une augmentation de capital de 500 millions d'euros à venir dans le cadre de son nouveau plan. Pour le reste, dans les autres baisses, on retiendra la baisse de 19% de Vivendi qui fait suite à la décision, enfin alors aux rumeurs sur la décision de la Cour de cassation, une des rumeurs qui ont été confirmées vendredi. La Cour de cassation a donné pour l'instant raison au groupe Bolloré qui, pour l'instant, n'aura pas d'obligation de lancer une OPR sur Vivendi. Ça a donc entraîné une baisse du titre. Néanmoins, comme nous, on l'a écrit en milieu de semaine, même s'il n'y a pas d'obligation d'OPR, on pense que la situation ne restera pas en l'état sur Vivendi, compte tenu du fait que Vivendi n'a plus que des participations qui sont clairement décotées au cours actuel. Et donc, on pensait qu'il devrait se passer des choses au capital d'une manière ou d'une autre, qui pourrait également passer par un versement de dividendes en actions, par exemple. Dans les autres baisses, Pluxee, là, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est pour les mêmes raisons qu'Edenred, que le titre cède 18% sur le mois. Prise de bénéfices aussi sur Exosense comme sur l'ensemble du secteur de la défense. Enfin, la semaine dernière, on a eu la publication de Rémi Cointreau qui a publié un ROC en baisse de 21% au S1. Le management se veut plus optimiste pour la suite, mais le secteur n'attire quand même pas les investisseurs et il y a encore des grosses incertitudes sur la capacité de rebond et ça a entraîné un repli la semaine passée pour Rémi Cointreau de 3,4%. Le titre est en baisse de 32% depuis le début de l'année. Quelques valeurs ont néanmoins soutenu. L'indice est en grande partie Abivax, la biotech qui représente près de 6 points de pondération dans l'indice désormais, et qui a gagné 19%, ce qui a largement contribué, près de 1 point de contribution. Le groupe a annoncé des résultats positifs de phase 3 en début de mois. Autre grand gagnant du mois et en particulier de la dernière semaine, c'est Trigano. Trigano qui gagne 19% sur le mois et ce qui est d'ailleurs la hausse sur la semaine passée. Le groupe a publié des résultats annuels qui était en baisse, mais parfaitement conforme aux attentes. Le groupe a généré beaucoup de cash grâce à une nette réduction de son BFR et a confirmé le retour de la croissance sur le nouvel exercice 2025-2026. Clairement, le potentiel de valorisation nous paraît encore important au regard de multiples de valorisation qui, autour de 7 fois les bits, sont tout à fait abordables alors que le momentum va clairement s'améliorer avec la fin du problème de stock chez les concessionnaires. Parmi les autres performeurs, on retrouve Aperam dans l'acier qui gagne 10% et Imerys 10,5% dans, encore une fois, un secteur de la construction au sens large. Enfin, à l'inverse de Valeo, Forvia a gagné 9%, la hausse qui s'est concentrée la semaine passée avec un bond de plus de 17%, suite à l'annonce d'un projet de cession d'actifs qui permettrait d'assainir le bilan de Forvia. Je passe maintenant au CAC Small. Le CAC Small qui a gagné, la semaine passée 3%, ce qui lui permet de limiter sa baisse à 0,4% sur le mois.
Dans les contributeurs sur le mois, en premier lieu, on a la Compagnie des Alpes qui gagne 10,6% sur le mois, une hausse qui se concentre là aussi énormément sur la semaine passée. Le titre a bénéficié de l'annonce du renouvellement de la concession de La Plagne pour 25 ans, qui est l'une des grandes concessions de Compagnie des Alpes. Le promoteur Altarea Cogedim est juste derrière en termes de contribution. Il a gagné 6,6%. Ensuite, on peut noter derrière ces fortes pondérations quelques hausses de sociétés un peu plus petites, mais on a SMCP qui a bien réagi la semaine passée avec l'annonce d'un lancement d'un processus de cession qui pourrait aboutir à une OPA, hein, puisqu'il y a 51,2% du capital qui est à vendre. Sur l'ensemble du mois, on a EPC qui a bien performé également après une accélération de sa croissance au T3. Ensuite, dans le secteur de la santé, après on peut citer deux secteurs, c'est la santé et la tech. Dans la santé, Genfit qui gagne 23%. Et Gerbet qui a rebondi également, mais qui reste en forte baisse depuis sur 3 mois après son profit warning. Dans la tech, Equinsense gagne 13% après un T3 très dynamique. Et Atem bondit de près de 20% sur le mois après une recommandation d'un gérant. Du côté des baisses, on retiendra la baisse de 26,5% d'Oakwell, qui donc là dans le secteur des équipementiers automobiles qui s'inscrit dans le sillage de Valeo, et la baisse plus spécifique d'Oakwell est consécutive au discours sur les perspectives 2026. Le T3 d'Oakwell était très correct, montrait plutôt une bonne résistance, mais le management a annoncé qu'en 2026, la décroissance devrait être probablement plus forte qu'en 2025, ce qui était clairement pas tout à fait attendu. Mais hormis les baisses de volume qui, là, pour le coup, étaient prévisibles sur le SCR, il y a plusieurs autres produits dont les ventes devraient baisser, ce qui a clairement déçu les investisseurs. Et dans le même secteur, on a Plastivaloir qui, malgré un T4 en croissance, a perdu 10% sur le mois. Enfin, pour terminer, XFAB, alors lui s'inscrit dans la chute de Soitec. Lumibird enregistre des prises de bénéfices comme le secteur de la santé. Enfin, pour terminer, Nakon est en baisse de 23%. Le spécialiste des jeux vidéo est néanmoins stable sur la semaine après sa publication semestrielle. Le titre a été dégradé par Odo BHF, sachant qu'il y a quand même des grandes incertitudes sur la situation de Big Ben, sa maison mère, qui affiche un endettement très important. Je passe rapidement sur l'Eurostoxx Small qui affiche une progression de 1,1% sur le mois. Ce qu'on retiendra, c'est qu'en Europe, l'indice italien a largement surperformé avec plus 1,6%, alors que le MDAX est à plus 0,6% et l'IBEX à moins 1,1%. La grande actualité de la semaine passée sur l'Eurostoxx Small, c'était l'offre de Deutsche Börse sur Allfunds, qui a permis à Allfunds de bondir et d'afficher une hausse de 22% sur le mois. Le récapitulatif depuis le début de l'année, on a donc un CAC Small qui, à fin novembre, est en hausse de 47% donc sur 11 mois, loin devant les autres indices, mais désormais, on a en France le CAC 40 qui est à plus 10, qui est devant le Next 20 à plus 8, le MID 60 est à plus 5,5%, il ferme la marche. L'Eurostoxx Small, lui, est en hausse de 16%, tiré par globalement tous les indices, principaux indices européens. Le MDAX et l'indice italien affichent des hausses de plus de 20%, alors que le Mid and Small en France est à plus 10% seulement, freiné par la sous-performance du MID 60. Un point sur nos valeurs favorites, notre buy list, qui a très légèrement reculé sur le mois, moins 0,4%, et qui affiche encore une hausse de 17,7% depuis le début de l'année.
Sur le mois, on a une très bonne performance d'Exahome, toujours dans cette dynamique de rebond du secteur de la construction. Jacquet Metal était également à plus 1%, avec le news flow positif pour l'acier. On croit encore beaucoup à Jacquet Metal, qui n'a pas encore profité du plan d'investissement du gouvernement allemand, qui n'a pas encore porté ses fruits, mais qui devrait porter ses fruits en 2026. Compte tenu de l'exposition à l'industrie allemande de Jacquet Metals, on pense que ça devrait à un moment se traduire dans les performances du groupe français. Très bonne performance pour Virbac, qui a gagné 4% sur le mois. Il continue de surfer sur le relèvement des guidance à l'issue du T3, cette publication qui avait lieu fin octobre. Pour les ESN, les performances sont contrastées. Infotel est à plus 4, mais Sword est à moins 4. Enfin, Fountaine Pajot est stable sur le mois. Le titre est également stable. Le titre est en baisse de 3% sur le mois. Il était stable la semaine dernière. La semaine dernière, qui était l'occasion du salon nautique, qui a réouvert ses portes après plusieurs années sans salon. On a pu aller se rendre sur le salon. Un salon beaucoup plus petit qu'auparavant, qui se tenait au Bourget. Néanmoins, une affluence qui était assez correcte. Le compte-rendu de nos contacts avec la direction de Beneteau et de Fountaine Pajot montre finalement un marché qui reste assez calme, mais qui se stabilise, avec des prises de commandes qui reviennent supérieures au niveau des ventes de la dernière année, avec plutôt un segment des grands bateaux qui tient mieux, des grandes unités sur lesquelles il y a encore une demande en croissance. C'est plus compliqué sur l'entrée de gamme, avec des problématiques de qualité-prix qui doivent être réglées, avec des nouveaux modèles qui doivent arriver. Spécifiquement sur Fountaine, on pense que l'atterrissage des résultats 24-25 sera très bon, enfin sera bon compte tenu d'un solide second semestre, de bonnes ventes de grandes unités qui ont été bien margées. Le groupe envisage, à l'instar de Katana, une baisse de 5-10% probablement en première approche du chiffre d'affaires 2025-2026. Mais on est dans une année qui sera encore une année de transition avant un retour de la croissance en 26-27, avec un nombre de sorties qui sera beaucoup plus important et qui redynamisera les ventes très probablement. Voilà le point sur notre buy list. Un mot sur les valeurs européennes qu'on a recommandées au cours des derniers mois. Depuis l'initiation Cricri Milk, c'était Grey qui est en hausse de 2%, et donc surperforme légèrement ses indices de référence. La société finlandaise Relais est-elle à plus 1%, une performance assez proche des indices. Donc en tout cas, les deux valeurs sont dans le vert au moment où on se parle. La semaine dernière, donc assez peu de publications. Nacon, on l'a évoqué, les résultats sont en hausse au S1, plus 30% pour le ROC, un résultat net qui redevient positif, hein, tout ça sur une base de comparaison qui était basse. Bon, là, on aura une année de croissance chez Nacon. La rentabilité s'améliore grâce à l'effet mix des croissances des jeux vidéo. Bon, néanmoins, on attendra un peu plus d'éléments pour avoir une opinion beaucoup plus positive. Il y a toujours la question de l'endettement de Big Ben et pas mal de ratés et de manque de transparence qui nous incitent encore à la prudence sur le dossier. Du côté de Trigano, j'ai déjà évoqué, c'est une forte conviction. On pense que c'est typiquement une valeur sur laquelle on devrait avoir on a un double effet positif de remontée de la rentabilité et des résultats, et d'un re-rating des multiples qui restent historiquement bas et qui devrait remonter à mesure que le groupe confirmera le retour de la croissance. Hormis ces deux publications dans notre stock guide, on pourra évoquer la publication d'LDC, groupe agroalimentaire, qui a publié de très solides résultats semestriels, confirmer ses attentes annuelles, avec des résultats qui vont fortement progresser encore cette année, en lien aussi avec le M&A qui a été assez dense. Compte tenu de la situation bilancielle, le groupe a toujours l'intention de continuer la consolidation du secteur en Europe. Ça reste une excellente valeur de fonds de portefeuille à nos yeux. À l'inverse, la période reste très compliquée pour les vins et spiritueux,
Les résultats étaient en baisse pour Rémi Cointreau et Laurent Perrier, même si Laurent Perrier résiste un peu mieux. Parmi les petites capitalisations, Moulinvest a gagné 9% sur la semaine dernière, après une publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 4%. Donc rebond de l'activité sur Moulinvest, un rebond qui est pour l'instant essentiellement tiré par le bois de construction. Tout ce qui est bois de chauffage a encore été en décroissance de 7% sur l'exercice. On attend un rebond sur le nouvel exercice avec un effet prix notamment qui devrait arrêter d'être négatif. On pourra faire le point d'ailleurs dans ce secteur avec la prochaine publication de Privoula qui interviendra d'ici 15 jours. Enfin, Precia qui a enregistré une dynamique encore assez molle, moins 1% en organique côté 3. Depuis mi-2023, le titre est en recherche de croissance, ce qui se traduit par une stabilité du titre depuis plus d'un an, et même sur 3 ans, on est à moins 4% pour ce groupe qui avait auparavant nous avait habitués à afficher une croissance plus dynamique et régulière. Parmi les événements de la semaine passée, on a eu le succès de l'IPO de Caléon, qui a donc réussi à lever les 15 millions recherchés, avec un prix qui est plutôt en bas de fourchette, mais une demande qui était très soutenue et qui pourrait permettre même de lever près de 18 millions d'euros pour la société italienne. Cette semaine, encore un peu d'activité et d'actualité sur les small et mid. Ce matin, on a eu la publication de Décuple, une marge brute en croissance de 11% au T3, performance relativement correcte. On attendait un tout petit peu mieux. Néanmoins, on n'a pas encore les chiffres en organique. Donc on pourra analyser ça un peu mieux en retraitant la partie organique, mais en tout cas, Décuple est en croissance, et ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un nouveau plan, le plan 2030, qui sera présenté le 9 décembre, donc la semaine prochaine, et qui permettra d'actualiser notre modèle et de publier une note beaucoup plus fournie. Au cours de la semaine, mardi soir, Wavestone publiera son résultat S1. Un résultat S1 qu'on attend en légère décroissance. L'activité était atone au S1. Le taux d'utilisation des consultants était sous pression, ce qui devrait entraîner une légère érosion de la marge sur la première partie de l'année. Et le groupe espère rattraper une grande partie de ce retard sur le second semestre. Ce qui est assez certain, c'est que le T3 s'annonçait bon. Il y avait pas mal, assez bonne visibilité sur le T3. L'interrogation porte sur le T4, qui correspond au premier trimestre calendaire. Et là-dessus, il y avait encore une visibilité qui était faible, puisque ça dépend aussi des fins de projets et des redémarrages qui se font souvent début janvier, et sur lesquels les clients attendent le dernier moment pour se décider. Mais en tout cas, la valorisation de Wavestone est aujourd'hui assez intéressante dans une optique moyen terme. Pour terminer, Eneo, on n'attend évidemment pas d'étincelle. On attend des résultats en baisse compte tenu de la situation du marché des vins et spiritueux. Il n'y a pas grand-chose à attendre à court terme. Et enfin, Pierre et Vacances. Pierre et Vacances ont dans des résultats annuels en légère progression. Les tendances pour le début de l'exercice 2025-2026 s'annoncent plutôt positives. Sur Pierre et Vacances, on attend surtout un peu plus d'infos sur la revue stratégique pour avoir un peu plus de visibilité sur le périmètre dans les années à venir, sachant qu'il y a également toujours le sujet de la dilution qui devra être traité, parce que pour l'instant, ça reste un frein sur le dossier. Voilà, il est 10h07, j'ai un peu dépassé, mais c'était important pour nous de faire le point sur l'ensemble du mois boursier. D'ici la fin de l'année, évidemment, l'actualité sera moins dense, mais on attend quand même les publications des résultats annuels des acteurs de la plaisance, Katana qui publiera le 8 décembre, et Fountaine Pajot qui publiera juste avant Noël. Et également dans le secteur industriel, on attend Excel Industries et Poujoula, notamment deux dossiers qui
dont le news flow à court terme n'est pas très positif, mais on a des valorisations, surtout sur Excel Industries, qui sont très basses, inférieures à l'active net. Donc il faut suivre l'inversion de tendance qui permettrait de redonner un signe, qui pourrait être un signe d'achat sur le titre une fois que la croissance sera de retour, même si ça ne devrait pas être encore sur le prochain trimestre. Et puis pour Pujula, comme je l'évoquais, la fin de l'effet prix négatif sur le bois énergie devrait permettre dans le courant de l'exercice un retour de la croissance, d'autant que Pujula, sur sa partie conduite cheminée, est indirectement exposé au marché de la construction et de la construction individuelle en particulier. Voilà, j'en ai terminé avec ce point hebdomadaire et ce matin même mensuel. Eh bien, on va vous souhaiter, ça me permet de vous souhaiter une très bonne semaine. Et, Peut-être une oui, question, Denis, oui, pour une fois. oui, bien sûr, vas-y. Tu as fait un petit point sur Vivendi Oui, en expliquant que vous pensez que le dossier ne restera pas là à moyen terme. ouais. Et à un moment, tu as évoqué dividende en action. Enfin, qu'est-ce que vous avez en tête dans vos schémas, justement, pour dire que cet animal ne Ça restera pourrait. pas intact Ouais, bah, je vais laisser la parole à Léo qui a suivi plus précis, enfin qui suit le dossier et qui a eu même les relations investisseurs il y a quelques semaines, quelques mois au téléphone. Oui, Vas-y. en fait, par rapport à Vivendi, aujourd'hui, ce n'est que une petite partie Gameloft qui fait un peu de chiffre d'affaires, un peu de résultats, et le reste, c'est un portefeuille de titres, et surtout, c'est un portefeuille du MG. Et en fait, quand je parlais aux relations investisseurs, parce qu'on se dit quelle est la finalité de cette entreprise, sachant que Bolloré a Bolloré SE, hein, qui peut investir avec, et après, il est deux fois imposé s'il utilise Vivendi comme un véhicule d'investissement. Donc, il n'a pas nécessairement intérêt d'utiliser comme un véhicule d'investissement. Et à la fin, il y a un nouveau actionnaire c'est un fonds d'investissement anglais, EFP, qui est rentré, qui a eu 5-6% du capital, et que lui, par exemple, il est favorable à une distribution de dividendes en nature, et que ça peut être les titres UMG. Donc au final, ce qu'ils peuvent faire, soit ils peuvent commencer à liquider petit à petit leur position, ce qui peut prendre un peu de temps, soit qu'ils fassent une OPA et toujours gagnant, soit qu'ils fassent des distributions de titres sous forme de dividendes. En fait, sachant surtout que sur la plupart, pas que, ouais, sur la plupart des participations, ils sont plutôt en perte nette. C'est-à-dire même s'ils vendent, ils vont pas payer d'impôts parce que comptablement, ils sont en perte. Donc il n'y aura pas de taxation sur les ventes de titres, parce qu'il n'y aura pas il y aura pas de capital gain là-dessus. Donc c'est là où c'est sur intéressant. UMG, ils sont en très fort gain. Sur- Sur le reste, non, mais sur UMG, il me semble qu'ils sont en très fort Oui, oui. plus-value, Sur non? AMG, ils ont un peu de gain, mais sur le reste, pas Oui, vraiment. mais UMG est 10 fois ou 100 fois, je sais pas, c'est le gros morceau Oui, c'est le plus gros morceau. de très loin. D'accord. UMG leur participation, elle est valorisée à 4 milliards par rapport à un portefeuille de 5 milliards 700. Et donc il n'y a que UMG qui sera où il y aura taxation, mais sur UMG, euh, quel, quel est l'intérêt de garder en fait la structure comme elle est actuellement? En fait, c'est surtout ça la question qu'on se demande, parce que Vivendi aujourd'hui, tant que c'est juste un portefeuille de titres, quel intérêt que Bolloré le garde à son état actuel? Il n'y a pas réellement d'intérêt. Donc même s'il n'y a pas un OPA obligé, il peut toujours la faire pour les intérêts financiers. Oui, enfin, l'intérêt, c'est d'y placer des collaborateurs. Enfin, il y a une structure très lourde de gestion de la holding qui permet d'employer pas mal de monde, où il y aura peut-être, s'ils vendent de l'UMG, il peut y avoir un repositionnement. Et comme ça a été souligné par la Cour de justice, ils ont le contrôle de fait en n'ayant que 30% du groupe. Donc, ça peut durer, ça peut aussi durer un petit peu. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut durer. Ça, c'est sûr que la décision de justice aurait pu accélérer les choses. Et enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que néanmoins, même si ça peut durer, il devrait se passer des choses à un moment ou à un autre sur la composition de Vivendi, d'autant que, enfin, il y a à la fois une décote et, enfin, par rapport au cours actuel et une décote encore plus fort si on regarde je dirais le potentiel de certaines participations en tout cas. Après, il y a un emprunt d'un milliard cinq Oui, cents.
qui va arriver à échéance en 2026 et qui pourrait être remboursé plutôt en 2027, donc l'extension d'une année. Mais à la fin, il va être remboursé. La seule manière de le rembourser, c'est de vendre des titres. Qu'à un moment ou l'autre, il va falloir faire quelque chose. Mais ça me paraîtrait en tout cas assez faiblement. Je sais pas, il n'y a pas vraiment l'intérêt de garder la structure comme elle est actuelle. C'est juste un ensemble de titres. Effectivement, hormis payer une structure, ça c'est. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, bonne semaine à tous. Merci Jean-François pour ta participation et ta présence. Et puis, ben, on se retrouve tous lundi prochain pour un point avec sur notamment les publications à venir de la semaine. Merci beaucoup. À lundi prochain.